Généralement, on considère trois grands types de régimes politiques, les monarchies, les dictatures et les républiques. Sur les près de 200 pays indépendants reconnus internationalement, environ 150 sont aujourd'hui des républiques. On va donc passer en revue quelques pays avec des institutions républicaines qui ont leur façon bien particulière de fonctionner. Avant d'attaquer avec le premier pays, on va essayer de comprendre déjà ce qu'est une république. Le mot vient du latin res publica, c'est-à-dire chose publique. D'après Aristote, une république doit respecter les 3 points suivants. La division des pouvoirs et leur contrôle réciproque, la participation active des citoyens et la représentation de toutes les classes sociales dans les institutions. La définition admise aujourd'hui indique que pour qu'un pays soit une république, il faut que son chef d'État soit élu de façon démocratique. Ainsi, la république s'oppose à la monarchie où là le monarque est en place après avoir hérité du pouvoir ou après qu'il ait été désigné. On comprend donc que les concepts de république et de démocratie sont étroitement liés. Mais attention à ne pas confondre les deux, on peut avoir un fonctionnement démocratique sans pour autant être une république. C'est le cas de nombreuses monarchies constitutionnelles comme le Royaume-Uni, l'Espagne ou le Japon. De la même façon, on peut avoir une république qui ne va pas être forcément démocratique, et c'est un des exemples qu'on va voir dans le Top Géo d'aujourd'hui. Commençons par la république actuelle, la plus ancienne. Il s'agit de Saint-Marin. Saint-Marin est un micro-état d'à peine 61 km², totalement enclavé dans l'Italie qui compte environ 30 000 habitants. Depuis le XIIIe siècle, le pays se déclare être une république, mais les institutions actuelles, qui sont réellement républicaines, datent des textes de loi publiés l'an 1600. La politique de Saint-Marin fonctionne donc maintenant avec 2 capitaines régents qui sont les chefs d'État et à la fois les chefs du gouvernement. Dans ce gouvernement siègent 10 secrétaires d'État, l'équivalent de ministres, qui s'occupent chacun d'un domaine précis. Les 2 capitaines régents, qui président donc le gouvernement, ont un rôle qui reste tout de même symbolique. Ce qui est particulièrement insolite, c'est que leur mandat ne dure que 6 mois. Ils sont élus par les 60 membres du Grand Conseil Général, c'est-à-dire les députés saint-marinais, eux-mêmes choisis par les citoyens lors d'élections qui se tiennent tous les 5 ans. Au niveau territorial, Saint-Marin est divisé en 9 châteaux qui sont tout simplement des communes, mais qui ont gardé cette dénomination seigneuriale. Chaque château est présidé par un capitaine, lui aussi élu pour un mandat de 5 ans. Le fonctionnement des institutions de la République de Saint-Marin semble proche de la perfection, alliant stabilité et efficacité depuis plusieurs siècles. Mais il ne faut pas oublier que le pays est minuscule et que ce modèle aurait du mal à bien fonctionner dans un territoire avec une superficie et une population plus importantes. Pendant plus de 250 ans, le Népal a été une monarchie. Ce n'est que très récemment que les choses ont changé et que le pays est devenu une république. Tout commence en 2002, c'est à ce moment que le roi de l'époque, Gyanendra Birbikram, décide de dissoudre le parlement et de s'accorder peu de temps après les pleins pouvoirs. Après 4 ans de manifestations et de contestations populaires, le roi se retrouve obligé de restituer les compétences des parlementaires. Ces mêmes parlementaires décident aussitôt d'abolir la monarchie et de convertir le Népal en république. Depuis la constitution de 2015, le pays est donc une république fédérale composée de 7 provinces, possédant chacune leur propre parlement et gouvernement provincial. Le président du Népal est élu par les députés nationaux et provinciaux et son mandat est d'une durée de 5 ans. Son rôle est essentiellement de représenter le pays, mais il est aussi par exemple chargé de nommer le Premier ministre qui lui va réellement s'occuper de conduire la politique de l'État. On est donc ici face à un pays qui a su, après plus de 2 siècles et demi, sortir de la monarchie et mettre en place des institutions démocratiques au sein d'une toute nouvelle république. Mais nous allons voir que la république n'est pas forcément synonyme de réelle démocratie. Pour comprendre le fonctionnement actuel des institutions de l'Iran, il faut remonter jusqu'en 1979. À ce moment-là, le chef de l'État est le Shah Mohammad Reza Pahlavi. Le pays connaît depuis plusieurs années une période de prospérité et de modernisation très impressionnante, mais des contestations naissent dans le pays contre le pouvoir en place. Après plusieurs manifestations d'ampleur, le Shah se voit obligé de fuir le pays. C'est à ce moment que revient Rouhollah Khomeini, le leader de la révolution, jusqu'alors exilé en France. Un référendum est alors organisé pour changer le pays en république islamique et le oui l'emporte à 98,2% des voix. Depuis, l'Iran fonctionne donc avec un chef de l'État nommé leader suprême qui est choisi par les parlementaires pour une durée illimitée.
De son côté, le président est élu de façon directe par les citoyens tous les 4 ans. Même si le fonctionnement de l'Iran peut sembler en apparence démocratique, dans les faits, il n'en est rien. Déjà, nous l'avons dit, le chef de l'État est au pouvoir jusqu'à sa mort. Mais en plus, les femmes et les non-musulmans n'ont pas le droit de se présenter aux élections et il est évidemment impossible de parler de laïcité quand on sait que les lois du pays doivent être conformes au texte de l'islam. Depuis 2006, le groupe de presse britannique The Economist Group établit un classement des pays du monde selon leur niveau de démocratie et ce à partir de 60 critères. Selon cet indice, l'Iran est 150e sur 167 et le pays est dans la catégorie des régimes autoritaires. Dans ces conditions, il est difficile de parler de démocratie et par conséquent qualifier l'Iran de réelle république reste également très compliqué. Vous allez me dire qu'on a déjà parlé du Soudan du Sud dans l'avant-dernière vidéo, et c'est vrai, mais on va essayer maintenant de voir le pays sous une autre approche pour comprendre son fonctionnement politique. Tout d'abord, il faut savoir que le Soudan du Sud est l'état le plus récent de notre planète. Il est né en 2011 après que les citoyens du sud du Soudan aient voté à près de 98% lors d'un référendum pour l'indépendance de leur territoire. 2 années plus tard, le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, limoge son vice-président Riek Machar et l'ensemble de son gouvernement. C'est à partir de là qu'éclate une guerre civile qui va opposer l'armée du pays et les rebelles conduits par le même Riek Machar. Début 2016, le président accepte de nommer 50 députés rebelles et de lancer un nouveau gouvernement de transition. En 2018, Kiir et Machar ont trouvé un accord pour que ce dernier redevienne vice-président et partage de nouveau le pouvoir avec le président. Néanmoins, le fonctionnement du pays reste encore très peu démocratique et d'ailleurs les élections prévues au départ pour 2015 ont été reportées à 2021 à cause de la guerre civile. Et le pire dans tout ça reste la situation de grande pauvreté et de famine généralisée dans laquelle se trouvent actuellement la plupart des Sud-Soudanais. Depuis son indépendance de l'URSS en 1992, l'Estonie est devenue une république parlementaire. Mais elle est depuis surtout connue mondialement pour avoir créé un système d'administration parmi les plus innovants de toute la planète. Le gouvernement affirme que 99% des démarches administratives sont réalisables via Internet. Par exemple, depuis l'an 2000, les citoyens d'Estonie peuvent réaliser leur déclaration d'impôts via le web. Et il y a d'ailleurs 95% des contribuables qui font chaque année leur démarche fiscale de cette façon. Il y a également eu une autre révolution numérique qui permet depuis plus de 10 ans aux habitants de l'Estonie de voter à chaque élection par Internet et actuellement 30% des électeurs font ça grâce à leur ordinateur ou leur téléphone portable. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est sans doute le concept de e-résidence. Cela fait depuis 2014 que l'on peut, sans être forcément de nationalité estonienne, bénéficier d'une identité numérique qui nous permet, entre autres, de créer une entreprise basée dans le pays et de faire toutes les démarches nécessaires en ligne. Près de 50 000 personnes de plus de 150 nationalités différentes sont déjà devenues e-résidents estoniens et ce chiffre n'a cessé depuis d'augmenter. Grâce à tout ce système d'administration en ligne, l'Estonie économise chaque année environ 2% de son PIB et le pays a été qualifié plusieurs fois de république numérique. On a donc bien vu que la grande majorité des pays dans le monde sont des républiques. Les exemples de l'Iran et du Soudan du Sud nous ont montré que qui dit république ne dit pas forcément démocratie, et dans de nombreux cas, on est encore bien loin de l'idéal républicain. On voit quand même des idées qui naissent pour améliorer le fonctionnement et l'efficacité de l'administration républicaine, notamment avec le développement du numérique en Estonie. La question maintenant est de savoir comment faire en sorte de rendre la société plus démocratique pour que les citoyens prennent réellement les décisions importantes dans chaque pays. Est-ce que cela doit passer par un développement des outils numériques au service de la démocratie ou plutôt par un changement radical de fonctionnement politique? Je vous laisse écrire votre point de vue en commentaire. N'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir la chaîne et montrer que ça vous a plu. Et si vous venez de découvrir nos vidéos, n'hésitez pas une seconde à vous abonner. Nous on se dit à la prochaine pour un nouveau Top Géo.